Il y a des films qui te font peur. Celui dont on parle dans cet épisode fait pire. Il te fait douter et tu continues quand même parce que tu veux comprendre. On parle de Satoshi Kon et surtout de Perfect Blue. Aujourd'hui dans Supplément Geek, un épisode solo, court version moi quoi, et je te préviens, s'il y a des spoilers, ils seront très légers, parce que je veux te donner envie de le voir, pas te le gâcher. On va faire simple. 1. Pourquoi Perfect Blue est, pour moi, un chef-d'œuvre. 2. Qui est Satoshi Kon, et pourquoi son parcours est important. 3. Ses œuvres dans l'ordre, pour t'aider à savoir par quoi enchaîner. Et 4. Je finis par pourquoi ça compte, pour moi évidemment, et plus si affinité. Alors c'est quoi donc que Perfect Blue, au-delà d'être un de mes films favoris? Et quand je dis préféré, je dis top 5 ever. C'est un film produit en 1997 au pays des ramen et des sakura, avec une première au pays du sirop d'érable et de la poutine, au Festival Fantasia de Montréal, le 5 août de la même année. Ensuite sorti au Japon, à la maison, le 28 février 1998, puis dans les contrées du camembert et du bon pain, le 8 septembre 1999. À la base, c'est un roman, pas du tout de Satoshi Kon, mais de Yoshikazu Takeuchi, publié en 1991. Mais il y a très peu de similitudes entre les deux œuvres. Kon s'en sert surtout comme point de départ. L'adaptation prend beaucoup de liberté. Dans le livre, comme dans le film, on suit une idol, une chanteuse d'un groupe de J-pop qui s'appelle Mima et qui souhaite s'émanciper en se lançant dans une carrière solo et surtout, non plus en tant que chanteuse, mais en tant qu'actrice. En gros, elle veut troquer son image lisse et enfantine par celle d'une femme plus affirmée et glamour. Sauf que, quand on est célèbre à ce point, le changement ça peut troubler certaines personnes qui pensent que l'image de leur célébrité préférée leur appartient au point d'être un peu méchante. Ça commence par un fax qui la traite de traître, puis après, c'est pas grand chose, juste des actes un peu violents. Peut-être que l'entourage de notre jeune artiste est légèrement en danger. Bon, c'est pas grand chose quoi, mon quotidien. On est donc sur un thriller, en grande partie psychologique, où on va très vite se retrouver happé dans une spirale de harcèlement, de confusion, de regard du public, de stress et surtout de peur. Peur de l'autre et peur de soi-même. Et le cœur du film, de mon point de vue, c'est l'identité, pas en mode prof de philo avec une veste en tweed, mais plus je me triture le cerveau et ça pique. Et ce qui me frappe à chaque visionnage, j'ai pas de cocard je vous rassure, c'est que c'est un film d'animation qui donne la sensation d'être un film live. Je vais le dire comme je le ressens. Perfect Blue, tu pourrais presque prendre chaque plan et les transformer en prise de vue réelle. C'est ancré dans des décors urbains, des couloirs, des appartements, des plateaux de tournage. C'est concret quoi. Même quand ça devient plus étrange, plus halluciné dirons-nous, tu sens que le point de départ est quand même réel. Le quotidien, les contraintes et la violence sociale. Par contre, on lit souvent que Perfect Blue devait être un film en prise de vue réelle au départ, et franchement, quand tu vois le résultat, tu te dis, bah oui, ça se tient. Sauf que, si tu joues au petit détective avec une jolie loupe et que tu vas à la source, Satoshi Kon raconte autre chose. Quand le projet arrive sur son bureau, ce n'est pas un film live, c'est déjà un projet d'animation, pensé comme un OVA, un Original Video Animation, un OAV en français. Ces mêmes lettres, elles sont pas dans le même ordre. Et il explique que c'était cadré, genre il y avait déjà une durée, c'était autour de 70 minutes, il y avait déjà le budget, il y avait un planning qui était serré, bref, c'était pas on verra, c'était déjà une machine lancée. Et dans une interview, on lui repose exactement la question du live action, et sa réponse est assez cash. Moi, j'ai pas choisi. Quand c'est arrivé chez moi, c'était déjà de l'animation. Oui, il parlait comme ça, Satoshi Kon, je crois. Je suis pas sûr, c'est peut-être pas... Faut vérifier. Et là où ça devient fascinant, c'est qu'il va plus loin. Il dit en gros que l'animation, ça peut rendre l'histoire plus universelle. Parce que sinon, en live, ça risque de réduire un fait divers bizarre sur une idol, alors que l'animation neutralise un peu l'image et te laisse ce flou, cette distance qui te fait douter. Et dernier twist de prod, même en animation, ça commence comme un OAV, puis à la fin, ils se disent « Ok, on tient un truc », et là ça bascule, et du coup c'est une sortie au cinoche.
Le cœur du film, c'est le regard. Le regard du public, des médias, du fan, de l'industrie, et si on va plus loin, le regard qu'on se pose toutes et tous sur soi-même. Et Cohn a su faire sentir un truc très précis. Tu n'es pas juste observateur, tu deviens complice, tu es placé dans une position où tu doutes, et ce doute, il n'est pas juste un twist, c'est le sujet. Le film joue avec des ruptures. Tu crois être dans une scène réelle, et puis tu comprends que pas exactement. Et c'est ça qui est puissant. C'est pas pour faire joli, c'est pour que tu ressentes le même vertige que le personnage de Mima. Je vais aller plus loin sur ce que c'est quand même Perfect Blue pour que vous puissiez bien comprendre et vous imprégner du film et surtout que vous ayez envie de le voir. Donc on suit bien Mima Kirigoe, j'avais peut-être pas dit son nom, bah voilà, maintenant vous le savez. Mima Kirigoe, idole du groupe Cham, un groupe de 3 filles, qui décide de quitter l'image propre sur elle pour devenir actrice, et jusque-là, c'est déjà un mini-séisme, parce que, bon, changer sa carrière, ça fait mal à ses fans. Sauf que le film te montre très vite que quand tu changes d'image publique, bah y a des gens qui l'acceptent pas, et ils considèrent que tu leur appartiens. Autour d'elle, tu as Rumi Hidaka, donc c'est sa manageuse, elle était anciennement idol aussi, et elle essaye de la protéger, mais elle voit aussi très bien que l'industrie, ça peut faire des choses aux gens. Tadokoro, son agent, qui pousse sa carrière d'actrice à fond, quitte à l'emmener vers des choix d'images beaucoup plus tricky. Et il y a un fan obsessionnel qui bascule dans le stalking. Et là, on n'est plus du tout dans le fan un peu lourd, on est dans le danger. Les enjeux, c'est simple, Mima veut se réapproprier sa vie, sauf que sa vie devient un terrain de guerre entre ce qu'elle est, ce qu'on attend qu'elle reste, et ce que les autres projettent sur elle. Et pendant qu'elle tourne un drama à la télé, le fameux Double Bind, elle se retrouve coincée dans un truc un petit peu bizarre, parce que plus elle avance dans sa nouvelle carrière, plus sa réalité se met à changer. Il y a quelques moments clés dans le film, je pense à un moment où elle tombe sur un site, un journal en ligne écrit comme si c'était elle qui l'écrivait, avec des détails bien trop précis, et rien que ça te met déjà très mal à l'aise, tu sens que elle a plus vraiment d'espace à elle. Et il y a toute la partie tournage, showbiz, plateau, tout ça, les loges, les caméras et tout. Et là, Cohn, il sait faire sentir que le regard public et la fabrication d'une image, c'est une machine. Et tout ça, quand ça déraille aussi potentiellement dans le ciboulot. En gros, je l'ai déjà dit, c'est un thriller psychologique où t'as un stalker, des menaces, une tension qui monte, et toi, en tant que spectateur, tu te retrouves à douter en même temps que Mima, sans comprendre exactement quand est-ce que ça t'a échappé. Et en vrai, Cohn, il est trop fort, parce que il pense en réalisateur de cinéma, cadrage, rythme, raccord, répétition, tout est construit pour t'embarquer dans une perception. Perso, Perfect Blue, ça m'a marqué, parce que ça parle de quelque chose de très moderne, c'est même encore plus vrai à notre époque, comment l'image te précède, comment elle te poursuit, comment elle te juge, et comment ça peut te casser. Et ce qui rend tout ça encore plus efficace, c'est que le film n'est pas juste intelligent. Il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, bordel. Beau au sens mise en scène, au sens rythme, au sens ça te colle une ambiance qui te met les poils. Déjà l'animation, on n'est pas dans un délire cartoon, c'est très ancré, très vrai, tu sens le quotidien, et quand le film bascule dans le malaise, c'est justement parce que la base est solide, crédible. Même la façon dont les personnages bougent, c'est travaillé, pas besoin de grands effets, c'est des détails, des silences, des micro-réactions, et ça suffit à installer la tension. Et puis il y a la musique, le compositeur c'est Masahiro Ikumi. Ce que je kiffe c'est le contraste entre les sons très J-pop kawaii, et de l'autre tu as des morceaux beaucoup plus froids, inquiétants, et tu te dis que la géométrie est pas au top parce que ça tourne vraiment pas rond. Oh là là, je manie la plume comme personne. Même sans analyser techniquement, c'est physique. La musique, elle te balade entre scintillements et trucs bien grinçants. Et le récit, il est implacable. Ça avance, ça resserre l'étau, et tu te retrouves à douter sans même t'en rendre compte. La Cinémathèque française parle d'une narration implacable et de jeu de miroir, et franchement, c'est exactement ça. Le film te met dans un état où tu cherches en permanence. Ok, là, je suis où? Je crois qui? Je peux faire confiance à quelqu'un? Bref, si tu l'as jamais vu, ne regarde pas distraitement. Petite lumière tamisée, téléphone dans une autre pièce, éteint, et tu te laisses aspirer. C'est un film court, mais il laisse une trace. C'est pas pour rien que plein de gens ont relevé des parallèles entre Perfect Blue et Black Swan. Sur certains choix de mise en scène, tu as vraiment cette impression de déjà vu.
on va dire. Même Masao Maruyama, qui était le producteur historique de Kon, le dit, il trouve que Black Swan a des ressemblances frappantes avec Perfect Blue. Après, soyons pros, ça veut pas dire copie ou inspiration confirmée. Aronofsky, lui, il a rien confirmé du tout, pépère, aucune influence directe de Perfect Blue sur Black Swan, si on l'écoute. Et là où ça devient croustillant, c'est du côté de Requiem for a Dream, du même réalisateur, Aronofsky, où Kon, il en parle sur son blog et il explique avoir repéré des scènes très influencées par Perfect Blue, voire carrément reprises, et il cite notamment la scène de la baignoire, où il faut regarder pour comprendre. Coucou, c'est le Geeks du montage. C'est la fois de l'épisode où j'arrive. Du coup, si jamais vous voulez voir cette scène, je vous mets un petit lien YouTube dans la description et vous allez voir, c'est symétrique. Allez, je vous laisse. Bisous les geekounious. Et surtout, ils se sont rencontrés en 2001, d'après ce qui est rapporté à partir du blog de Kon, et quand il lui a fait la remarque, Aronofsky répond que c'était un hommage. Et bien sûr, c'est un hommage. Si je le crois en vrai. Donc moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est pas de trancher vol ou hommage justement comme à un tribunal, c'est de voir à quel point Perfect Blue a laissé une empreinte, au point que même à Hollywood, ça a infusé, parfois très directement. Du coup, on se pose la question maintenant, c'est qui ce Satoshi Kon? Certains le connaissent, vous écoutez peut-être ce podcast parce que vous l'aimez, parce que vous en avez entendu parler, ou vous le découvrez pendant que je parle. Quoi qu'il arrive, c'est une figure importante de la culture et de l'animation japonaise. Déjà, Satoshi Kon, il ne sort pas du chapeau d'un magicien, enfin je crois pas. Avant d'être réalisateur, c'est un mangaka. Pendant ses études, en 85, il publie une histoire courte appelée Sculpture, qui reçoit le prix Tetsuya Shiba, et en 90, il sort sa première histoire longue, Kaikisen, ou, chez nous, Retour vers la mer, prépublié dans le Young Magazine. Il a aussi travaillé dans l'écosystème d'Otomo. Il a été son assistant sur le manga Akira. Si vous connaissez pas Akira, je ne peux plus rien pour vous. Et là, premier truc important, ça explique pourquoi Kon pense cinéma. Même quand il fait du dessin, il est déjà dans une école de narration très visuelle, très cadrée, très montage, avec justement Otomo. Ensuite, il met un pied dans l'animation, et pas sur un petit projet tranquillou. Il bosse sur Rujinzi en 91, un film d'animation écrit par Otomo, encore lui. À croire qu'il avait pris Kon sous son aile et qu'il avait décelé quelque chose en lui. Il travaille sur les décors, le layout, le set design, en gros, comment les lieux existent, comment la caméra se pose dedans. Et le site Katsuka a même partagé des layouts justement de Kon sur Rujinzi. Donc on voit littéralement sa patte avant ses longs métrages. Ensuite, avant de réaliser Perfect Blue, il se fait remarquer comme scénariste, notamment sur Magnetic Rose, un segment du film Memories, projet supervisé par Otomo. Mais non, c'est étonnant ça, dis donc. Et au passage, Kon a aussi touché à JoJo's Bizarre Adventure en OAV. Donc quand tu remets tout dans l'ordre, tu comprends mieux et tu vois que Kon avait déjà pas mal de cordes à son arc. Ce qui est très con comme expression. On devrait dire qu'il avait pas mal de flèches dans son carquois. Ce serait peut-être moins stupide parce que tu tires avec une seule corde en vrai. Donc c'est un arc ou c'est une harpe? Non mais c'est ridicule. Et donc après tout ça, son premier film, Perfect Blue. Ok, maintenant, si Perfect Blue te plaît, tu fais quoi après? On va prendre ces films dans l'ordre, il y en a pas énormément, mais ça va rallonger votre liste de films à voir, je pense, parce que je vois rien de raté dans sa filmo. Après Perfect Blue, en 2001, Kon part sur quelque chose de très différent, Millennium Actress. Même si on traite toujours de la célébrité, la façon de raconter est bien différente. Là, t'es sur une œuvre qui mêle cinéma, mémoire, narration, et qui traverse des genres et des époques. Si Perfect Blue est un thriller qui te serre à la gorge, Millennium Actress, c'est plus une montée émotionnelle, un voyage comme dirait l'autre. Ça raconte la vie d'une actrice célèbre qui a disparu des écrans de façon mystérieuse, alors qu'elle avait tout pour elle. On retrouve quand même des notions qui étaient déjà présentes dans Perfect Blue, et qu'on retrouvera aussi plus tard, genre la notion du temps avec laquelle il aime jouer, et nous tromper surtout. Et il le fait très bien, du coup on se dit « Oh le Saligo, oh il m'a eu, il est fort ce con !» Ensuite, en 2003, il y a Tokyo Godfathers. Et là, surprise, c'est probablement le film le plus accessible, le plus humain, presque un conte moderne. Si tu veux recommander Satoshi Kon à quelqu'un qui ne regarde jamais d'anime, c'est potentiellement une bonne porte d'entrée.
c'est presque une comédie en fait. On suit 3 SDF qui, pendant une nuit juste avant Noël, trouvent un bébé dans des poubelles. Et c'est pas des crados de Clémentine, hein. C'est juste un petit nourrisson abandonné, le pauvre. Sauf que notre trio, qu'on va décrire comme haut en couleur, s'est mis en tête de retrouver les parents de ce petit boutchou. Et là, ce que tu te dis, si t'as vu Perfect Blue, c'est « Non mais attends, le gars qui m'a fait suer avec Perfect Blue, il sait aussi me faire rire. Mais quel génie celui-là !» Après, on passe en 2004, et Cohn fait une série, Paranoia Agent. Qui dit série dit format plus long, et il peut étirer ses obsessions, rumeurs, paranoïa collective, pression sociale, fuite. Paranoia Agent, c'est plus sociétal. Le propos est axé sur l'ensemble plus que sur un personnage, et il revient à un truc qu'il aime, la fiction mélangée à la réalité. Tu sais jamais ce qui est vrai ou pas, et sur ça il est vraiment très fort. C'est 13 épisodes, ça se regarde assez vite, ça va dans plein de directions, pour pas dire dans tous les sens. On commence avec une créatrice de peluche qui se fait agresser par un gosse en roller doré qui tient une batte de baseball. La question, c'est pas pourquoi il l'a agressé, mais plutôt, est-ce que cette agression ne lui a finalement pas été bénéfique? Et ce sera pas la seule à subir les coups de ce gamin. Et enfin, en 2006, Paprika, c'est probablement son film le plus connu et aussi le plus onirique, voire halluciné. On est sur la frontière rêve-réalité, encore, mais poussé à son paroxysme, avec une imagination visuelle énorme. C'est une adaptation d'un roman de Yasutaka Tsutsui. Et oui, Paprika est souvent comparé à Inception, mais Christopher Nolan n'a pas confirmé, lui non plus, une inspiration directe de Paprika pour Inception. Donc on va dire, il y a des ressemblances, elles sont discutées. Enfin pour moi, je les discute pas, je les vois, mais on va rester politiquement correct. Ce qui est sûr, c'est que Paprika fait partie de ces œuvres qui ont nourri l'imaginaire collectif autour du rêve au cinéma, et ça, c'est énorme. En gros, on est dans un futur, pas si loin d'une autre. Il y a un truc qui existe, c'est la DC Mini, une sorte de technologie qui permet à des psys d'entrer dans les rêves de leurs patients pour les soigner de leurs troubles. On fait la connaissance d'Atsuko Shiba, qui, quand elle entre dans ce monde onirique, se fait appeler Paprika, c'est son avatar quoi. Sauf que, il y a eu des vols sur des prototypes, et il est possible que les rêves se mettent à se mélanger avec la réalité. Ses collègues vrillent total, il n'y a plus de logique, les cauchemars deviennent contagieux, c'est la merdouille quoi. Et forcément, il y a une enquête pour retrouver qui est aux manettes de ce chaos infernal. Bon là, vous êtes comme moi, le parallèle me semble évident, mais bon. Maintenant, petit moment tristoun. Satoshi Kon nous a quittés quelques années après Paprika, le 24 août 2010, d'un cancer du pancréas à 46 ans. Dans son dernier message, il dit clairement que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu terminer son prochain film, Dreaming Machine, en VO c'était Yume Miru Kikai, qui était en production. Après sa mort, le studio Madhouse a tenté de relancer le projet. Ils avaient même annoncé une reprise de production, mais finalement, le film est resté inachevé. Vous comprenez pourquoi il a une si petite filmographie, mais avec seulement ces quelques œuvres, il a quand même réussi à marquer énormément de gens, à nourrir le cinéma international, et encore aujourd'hui, il reste une source d'inspiration énorme pour beaucoup. Il avait un imaginaire tellement phénoménal, et il arrivait à le rendre palpable, ce qui est pour la plupart un casse-tête sans nom. Lui, il y est arrivé avec une facilité déconcertante. Il y a quand même les mangas dont je n'ai pas parlé, je le fais maintenant, sans y passer 20 minutes. Si tu veux lire du Kon, tu as notamment le Pacte de la mer, ou Kaikisen. Et c'est le retour du geek du montage. Oui, tout à l'heure j'ai parlé de Kaikisen, et j'ai appelé ça « Retour vers la mer ». C'est vrai, parce que la première édition qui était sortie chez Casterman en France l'avait appelé comme ça, et Pika l'a ressorti en 2017 et l'avait appelé le Pacte de la mer. C'est le même bouquin, c'est la même œuvre, c'est Kaikisen, deux noms différents en France, allez savoir pourquoi. Et je repars faire du montage. Allez, bisous et geekounou. Et Fossile de rêve, qui lui est un recueil d'histoires courtes. Les deux sont dispo chez Pika, dans des éditions assez balèzes mais très jolies. Et là encore, tu retrouves ces obsessions, perception, mémoire, glissement, mais en format papier. J'aime vraiment tout de ce gars, c'était un vrai génie pour moi, je dois quand même dire que Perfect Blue reste mon chouchou, sûrement parce que je trouve que c'est beau, c'est adulte, c'est dur, c'est aussi émouvant, onirique, et le réel, qui n'a pas besoin d'être réaliste au sens technique, je trouve que c'est trop fort. Ce film me touche esthétiquement, psychologiquement, émotionnellement. Il a tout pour plaire, je trouve. Et surtout, il va parler aussi bien aux fans de cinéma qu'aux aficionados d'animé. Et finalement, Satoshi Kon, c'est une filmographie courte,
ouais c'est sûr, mais une cohérence folle. Tu regardes ses œuvres dans l'ordre, tu vois un auteur qui change de genre sans jamais lâcher ses obsessions. Voilà pour cet épisode, si tu n'as jamais vu Perfect Blue, bah je t'envie presque, tu vas pouvoir le découvrir, et j'aimerais bien retrouver ça. Si tu l'as aimé, dis-moi ce qui t'a marqué dedans. Abonne-toi à Supplément Geek, mets 5 étoiles, et partage l'épisode à quelqu'un qui aime les œuvres, qui te retourne le cerveau, gentiment, on n'est pas Hannibal non plus. On se capte sur Insta à supplément.geek, et on se retrouve dimanche pour chiller un peu. Bisous les geekounious. Hasta la vista, baby.